Le dernier mardi de géol du semestre, du premier semestre, qui porte sur la recherche. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Marion Parquet qui va vous parler Parker. Je l'ai eu comme élève, vous voyez, donc Marion Parker qui va vous parler de modélisation numérique 3D. Donc Marion est une ancienne élève de l'ENSG qui est sortie en 2014. Donc il n'y a pas si longtemps. Je l'ai eu comme élève, vous voyez, elle ne m'en tient pas à rigueur, elle est là devant vous pour vous présenter ses travaux. Voilà Marion, à toi. Merci. Merci Julien de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'être là aujourd'hui, aussi nombreux, mine de rien. De mon temps, les mardis de géol, des fois, c'était un peu plus parsemé. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon parcours en géologie numérique et mon parcours de jeune chercheuse académique. Je vais prendre comme fil rouge mes différentes expériences professionnelles et académiques et industrielles. Donc des fois, il y aura un peu des redites, vous m'en tiendrez pas à rigueur. J'essaye de vous expliquer ce que c'est que la modélisation numérique et ce que c'est que d'être chercheur aujourd'hui. Si vous avez des questions brûlantes, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Sinon, on peut attendre la fin de la séance pour poser les questions. Donc tout d'abord, comme Julien l'a dit, je suis sortie de l'école en 2014. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça c'est ma promo, ça ressemble un peu à la vôtre. Moi, quand je suis arrivée à Géol, personnellement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. À part que j'aimais bien la géologie, mais bon, voilà, la géologie c'est vague. Il y a plein d'options, il fallait choisir une option. Donc du coup, en deuxième année, moi j'ai pris l'option réservoir, donc IHR, parce que les réservoirs, les ressources naturelles, c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui. C'est un domaine porteur. Mais je me suis vite rendu compte que la Mécaflu et moi, ça faisait deux. Et du coup, je me suis rappelé qu'en première année, j'avais redécouvert l'informatique, la programmation avec Christine Févarnier. Et je me suis dit, la GeolNum, pourquoi pas? Donc la GeolNum, je sais ce que c'est, je pense pas que ça ait beaucoup changé depuis que je suis partie. C'est une petite promo, on nous dit qu'on est des geeks, qu'on est des Google Num, voilà, c'est bien gentil. Mais c'est quand même un domaine qui traite de tous les domaines d'application de la géologie. Et même si vous choisissez une autre option, vous serez amené déjà à travailler sur un ordinateur, il ne faut pas se faire d'illusions, et à traiter avec la géologie numérique et tout ce que vous avez appris à l'école dans le tronc commun. Donc avant de détailler mon parcours, et je vais vous expliquer les différents sujets sur lesquels j'ai travaillé, je voudrais vous expliquer ce que c'est que la géologie numérique, parce que vous êtes quand même qu'en première année, donc c'est peut-être un peu flou dans votre tête. Donc la géologie numérique, historiquement, un géologue, quand il veut étudier un réservoir, on va dire, il va faire une étude de terrain. Donc il va aller sur le terrain et il va aller cartographier le terrain, exactement comme vous allez le faire à la fin de l'année en stage. Il va aller voir les affleurements, quelle est leur extension, qu'est-ce que c'est comme type de roche, quel est le pendage de ces roches. Est-ce qu'il y a d'autres objets tels que les failles ici qu'on voit? Est-ce que ces objets affleurent? Est-ce qu'ils sont continus? Quelle est leur orientation, leur pendage et tout ça? Donc ça, il va faire une carte. Et à partir de cette carte, il peut tracer des traits de coupe, comme on voit la ligne AB, et imaginer en profondeur, selon ce qu'il a vu sur la surface, imaginer en profondeur qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais donc ça reste un trait de coupe à un endroit précis, interprété par une personne. C'est quand même un peu difficile d'estimer tout ce qui se passe en profondeur juste à partir de ça. Donc avant les ordinateurs, on faisait aussi des modèles 3D, et ça pouvait ressembler à ça, un modèle 3D. Donc ça, c'est un petit peu caricatural, c'est un modèle 3D de mine. Donc on voit qu'il y a les galeries qui sont ici, là, avec les différents faciès de roches qui sont caractérisées par des couleurs différentes. Donc vous imaginez bien que déjà ça prend beaucoup de place. Si on veut le modifier, c'est quand même pas très facile. Donc c'était pas très user-friendly. Voilà, et donc ça c'était dans les années 40. Donc depuis, les ordinateurs ont vraiment pris une large place dans le travail du géologue. Et aujourd'hui, donc, on est capable de créer des modèles en 3 dimensions qu'on peut visualiser, qu'on peut faire tourner pour regarder par en dessous, pour voir ce qui se passe au niveau des failles, etc.
Donc c'est quand même une grande avancée. Mais bon, la géologie numérique, ça ne sert pas juste à visualiser les objets, parce que sinon ça serait un petit peu restreint comme utilisation. Une fois qu'on les visualise, c'est quand même pour comprendre le sous-sol et pour estimer, par exemple, les risques. Donc les risques de séisme. Donc vous voyez par exemple ici, les géotechniciens, avant de construire cet immeuble, ils ont quand même, j'espère, un petit peu estimé ce qu'il y avait dans le sous-sol pour savoir si c'était solide ou pas. Ça c'était un séisme donc, à Taïwan. Ici, donc, ça concerne plus les sismologues, donc c'est les volcans. Là, c'est le volcan qui s'est réveillé il y a quelques semaines en Nouvelle-Zélande. Les analyses qu'on peut faire sur un volcan, toutes les différentes les relevés qu'on peut faire, donc ça peut donner lieu à des modélisations du sous-sol, à des modèles de réveil de volcan, de mise en sommeil, etc. Donc c'est quand même important. On peut aussi avoir les risques d'effondrement. Si par exemple dans le sous-sol il y a un karst et qu'il y a en général tout se passe bien, il peut y avoir une grosse ville dessus sans souci. Et là, pluie diluvienne, et là, un énorme trou se forme dans la ville. C'est quand même un peu embêtant, donc il vaut mieux être au courant. Et puis enfin, donc ça c'est juste à côté de chez moi, au Canada, les inondations. Donc si vous savez ce qu'il y a en profondeur, vous allez savoir les aquifères, où est-ce qu'ils en sont de la recharge des nappes phréatiques, etc. Donc vous pouvez anticiper, on espère, les inondations. Voilà, donc ça c'est juste un petit aperçu. Et donc c'est l'estimation des risques, mais évidemment, ça je vous apprends rien, c'est aussi l'estimation des ressources naturelles qu'il y a dans le sous-sol. Donc les ressources naturelles, évidemment, c'est le pétrole et le gaz. Donc ici, par exemple, c'est un schéma d'un système chenalisé. Donc le système chenalisé, c'est les rivières. Elles vont déposer du sable et de l'argile qui, une fois en profondeur, avec la pression et la température, vont créer du pétrole. Et donc, quand on veut cibler un réservoir pétrolier, il vaut mieux savoir où est-ce qu'il faut forer exactement, plutôt que d'y aller un petit peu à l'aveuglette. Donc c'est important de connaître le sous-sol pour ça. Également, exactement de la même façon, un aquifère, il va se mettre dans les roches poreuses. Donc il vaut mieux savoir leur étendue, la connexion des différents corps. Et les gisements de minerais, donc eux, ça va être pareil, ils vont être déposés à certains endroits où ils vont se développer à certains endroits dû à la présence de certains objets géologiques. Et donc, pour cibler leur production, on va donc utiliser des modèles. Donc, la géologie numérique, c'est le principe de partir de ce qui est accessible. Donc, c'est les cartes géologiques, les coupes interprétatives que le géologue de terrain peut faire lui-même, les données de puits, les données sismiques et tout ce qui est connaissance théorique de la géologie. On sait qu'une rivière évolue de telle façon, on sait qu'une faille a tel type de forme, etc. Donc on mélange tout ça, on va traduire ça en programmation, donc en langage. Les langages sont très nombreux, ça peut être n'importe quoi, du Python que vous connaissez, du C++. Et on va développer ainsi des outils informatiques ou des logiciels qui vont traduire cette géologie en termes d'outils numériques. Donc ici, c'est l'illustration, ici, là, c'est avec le logiciel GoCAD-Squat, donc que vous ne connaissez pas encore, je crois, mais que vous allez être amené à beaucoup utiliser. Il faut quand même que vous sachiez que c'est un logiciel qui a été créé ici à Nancy en 1989, donc ça peut vous paraître loin, mais c'est quand même historique. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de licences à l'école et que vous allez l'utiliser pour toute la géomodélisation. Donc ce logiciel, il a été créé ici, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Ring, qui est située à l'étage, qui s'occupe de l'option géologie numérique. Et donc c'est dans cette équipe-là que moi j'ai commencé à faire des projets. Donc comme je vous ai dit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme orientation à Géol. On a la possibilité, enfin on a l'obligation de faire des stages industriels et des projets de laboratoire. Donc moi si je peux me permettre un conseil, je vous dirais n'hésitez pas à essayer dans différents domaines pour savoir ce qui vous plaît. Donc moi pour mon projet labo de 2e année, j'avais hésité à partir au CRPG. Bon, finalement, je suis allée au Ring et donc j'ai fait un petit projet labo sur la simulation de l'ouverture des fractures.
Donc c'était encadré par un thésard du Ring, François Bonneau, et lui, sa thèse était sur la simulation des réseaux de fractures. Donc lui, il simulait dans un réservoir comment un réseau de fractures va se générer. Et donc moi, mon petit projet, c'était sur chaque fracture, programmer une propriété en particulier qui était l'ouverture de cette fracture, en fonction de l'étendue de la fracture, de la distance au centre. Et donc ensuite, la suite, c'était selon si c'est plus profond, elles vont être peut-être plus fermées avec la pression, ou si elles sont en surface, peut-être qu'elles sont inondées, etc. Donc ça, c'était mon premier projet. Ça m'avait plu, mais j'étais quand même pas trop sûre de ce que je voulais faire. Du coup, ensuite, mon stage de deuxième année, je suis partie en industrie, donc chez Imerys en Bavière, donc dans cette jolie usine au fin fond de la Bavière, à la frontière tchèque, dans un tout petit village. Donc là-bas, je devais... donc ça, c'est la carte géole de Tirschenreuth, avec un beau granit, et donc c'était des carrières de kaolinite et pegmatite. Et je devais... donc ça, c'est une des carrières. Et je devais carter cette carrière et ensuite faire un lifetime plan, donc une estimation dans le futur de ce qui reste comme réserve dans la mine et du futur de la mine, jusqu'à quand on pourra l'exploiter. Donc ça, c'est la carte que j'en avais tirée. Et donc j'avais estimé ça avec un autre logiciel que GoCAD, c'était Surpack, je crois. Voilà, donc ça c'était en 2A. Et donc bon, le côté modélisation pure, en fait je me sentais un peu restreinte parce qu'on est vraiment limité par ce que le logiciel nous propose. Donc on peut bidouiller un peu, mais moi ça ne me convenait pas, donc j'ai décidé vraiment de repartir dans la programmation. Et donc en 3A, j'ai fait option géolume. Et j'ai fait un projet labo 3A, et là je me suis même laissée embarquer dans la recherche. C'est le premier pas que j'ai fait dans la recherche. J'ai étendu mon projet labo 3A en master. Donc toujours, donc c'était un petit peu plus long comme projet, donc c'était un petit peu plus poussé en recherche. Donc j'étais de nouveau encadrée par un thésard, mais c'était pas le même. Et là, moi je me suis intéressée à la simulation des propriétés de surface sur les chenaux. Donc il y avait un thésard, Jérémy Rouillou, qui avait développé des objets qui représentent les chenaux. Donc l'objet chenal, le lobe, la barre d'accrétion latérale. Et donc c'est super intéressant parce que c'est ce qui définit le volume, plus ou moins, grosso modo, le volume de sable qui va accueillir le réservoir. Mais par contre, en surface de ces objets, des fois, il y a des drapages d'argile qui vont bloquer l'écoulement, ou il y a d'autres choses qui peuvent le favoriser. Donc c'est intéressant d'avoir cette propriété de surface. Donc ça, c'était mon projet master. Donc de nouveau au Ring. Donc maintenant, je voudrais vous présenter, parce que j'ai un petit peu commencé à vous présenter le Ring, je voudrais vous présenter les différentes thématiques qu'il y a au Ring. Donc c'est vraiment, c'est pas très objectif, parce que du coup, je connais surtout ce qui se passe au Ring, et puis j'ai beaucoup d'illustrations de ce qu'ils y font. Mais c'est pour vous donner l'étendue des domaines couverts par la recherche en géologie numérique en général. Donc en gros, vous pouvez oublier que c'est au Ring, hein, c'est dans le monde entier, mais les illustrations sont au Ring. Donc premièrement, quand on a de la géologie, donc grosso modo, c'est des couches sédimentaires qu'on peut dire qu'elles sont toujours des couches sédimentaires qui sont déposées les unes sur les autres. Donc si on veut simuler le sous-sol, on peut faire appel à ce qu'on appelle une modélisation implicite. Donc c'est-à-dire, ici vous voyez des strates sédimentaires, elles sont très belles, elles sont vraiment très horizontales. Et donc on va pouvoir les modéliser dans le sous-sol en utilisant une fonction qui va extrapoler les différentes couches de façon parallèle par rapport à une surface qu'on a donnée comme référence. Donc on peut faire ça, ici en haut à droite. Et puis si on combine avec un autre champ scalaire qui va faire une autre orientation, on peut avoir des géométries un petit peu plus compliquées, avec une combinaison de différentes couches s'il y a eu dépôt, ensuite bascule des dépôts sédimentaires, érosion, et puis redépôt de nouveaux sédimentaires.
Et donc ça c'est très simple. Et donc ensuite, si on veut un petit peu s'intéresser à d'autres formations, donc si par exemple il y a des plis, on peut essayer de s'amuser aussi à rajouter d'autres champs qui vont permettre de complexifier la modélisation implicite. Mais bon, ça c'est vraiment que quand on a des couches sédimentaires qui sont simples, on va dire, il n'y a rien d'autre. Le problème c'est que souvent il y a quand même d'autres objets, c'est pas tout simple dans le sous-sol. On va avoir par exemple des failles. Donc les failles, ici elles vont vraiment à gauche, elles vont complexifier terriblement les connexions entre les strates sédimentaires. Et donc il va falloir les modéliser. Donc les failles et les fractures, je vais faire un petit amalgame ici entre les failles et les fractures. Donc les failles et les fractures, ça va complexifier, mais en même temps on veut vraiment savoir exactement où elles sont, parce que c'est ce réseau de fractures qui va par exemple, ici on le voit là, ça va favoriser l'écoulement de fluides, donc pétrole, eau, tout ce que vous voulez. Mais les failles, ça peut également aussi, si elles se sont complètement bouchées par de l'argile, ça peut être vraiment complètement scellant et bloquer complètement l'écoulement. Donc ça veut dire que par exemple ici, à droite, on n'a plus aucune connexion entre cette strate-là qui est poreuse et celle-ci, parce que la faille a été complètement colmatée. Donc c'est quand même important à savoir. Donc il y a de la recherche qui se fait, déjà premièrement pour essayer de modéliser la faille le mieux possible. Donc la faille, ça n'a pas vraiment une forme particulière, on n'est même pas sûr si c'est vraiment un plan ou un volume, il y a des débats là-dessus. Donc on va modéliser, il y a de la recherche qui se fait pour modéliser cette faille dans son extension, mais aussi pour modéliser donc, les décalages des strates sédimentaires de chaque côté de la faille, puisque la faille va décaler les strates sédimentaires. Donc ça fait l'objet de recherche. Donc ici, par exemple, c'était Gabriel Godefroy qui a fait sa thèse en même temps que moi. Lui, il travaillait sur les failles. Et donc, une fois qu'on sait comment modéliser une faille, on peut aussi modéliser un ensemble de failles complet. Donc, à partir des données qu'on peut avoir sur une image sismique, donc qui peut être des petits pointés sismiques, générer un réseau complet de failles. Et donc ici, par exemple, vous voyez, ça c'était une autre thèse. Donc elle partait, Charline, de pointées de failles et elle générait avec son logiciel plusieurs réseaux de failles qui sont différents. Donc pourquoi on en génère plusieurs? Parce qu'avec une modélisation, on n'est jamais sûr que le premier qu'on modélise, ça va être le vrai. En fait, on n'a jamais accès à la vérité du sous-sol. Donc on va générer plusieurs modèles possibles qui tous honorent très bien aux données, mais qui sont l'univers des possibles du sous-sol. Donc c'est ce qu'on appelle une simulation stochastique. Un autre objet qui est intéressant à simuler, c'est les chenaux. Donc ici, je ne vais pas m'appesantir parce que je vais y revenir après avec ma thèse. Mais voilà, donc vous voyez donc un chenal, donc déjà c'est une rivière de surface, donc fluviatile ou souterraine, ou qu'on appelle turbiditique. Ça fait des formes assez extraordinaires et donc de par la migration de ces chenaux, ça va déposer certains corps sédimentaires qui vont être intéressants pour les ressources naturelles. Et donc il y a de la recherche qui s'est fait beaucoup, donc ici c'est de nouveau un thésard au ring. Il y a de la recherche qui se fait pour savoir comment modéliser les chenaux, comment reproduire leur comportement de migration dans la nature, etc. Et donc une fois qu'on a modélisé notre volume en sous-sol, premièrement on va le mailler. Donc le mailler, ça veut dire générer des structures, des petites structures volumiques dans l'ensemble du volume. Donc ça peut être des cubes, ça peut être des hexaèdres, ça peut être des tétraèdres, de façon à pouvoir assigner des propriétés à chacune des couches. Donc par exemple des propriétés physiques, de résistance, de tout et n'importe quoi. De façon à pouvoir y simuler, calculer des simulations. Donc ici, par exemple, c'était une thèse qui s'attachait à simuler l'état de contrainte, la contrainte qu'il y a au sous-sol. Donc sachant la structure générale du sous-sol, savoir en un point particulier quelle est la contrainte. Donc est-ce que la contrainte est forte ou faible en fonction s'il y a une faille, etc. Donc ça, c'était un des buts du maillage. On peut également faire des simulations d'écoulement. Donc ici, c'est un réservoir géothermique
en Guadeloupe, c'est sous la Soufrière. La Soufrière, elle est là. Et donc c'est une simulation d'écoulement pour savoir s'il y a de nouvelles sources géothermiques qui peuvent être utilisées en Guadeloupe. Donc c'était aussi une thèse au ring. Et on peut également donc, calculer les propagations des ondes. Donc ça va beaucoup intéresser les géophysiciens. Donc une fois qu'on a le modèle, qu'on l'a maillé, on peut simuler une onde qui se propage et donc savoir où est-ce qu'elle arrive, à quelle puissance, etc. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit aperçu de l'ensemble de la recherche en général. Et donc pour revenir un peu à la géologie numérique, donc je voudrais vous montrer que c'est pas juste des chercheurs qui s'amusent dans leur coin à faire leurs petits modèles et tout, parce que sinon ça servira à rien. Ça intéresse vraiment les industriels. Donc par exemple ici, donc vous avez vu le petit logo Total. Donc c'est Total qui nous a sponsorisé quand on était en troisième année à Géol. Ils nous ont payé notre voyage de fin d'études pour qu'on parte donc en Turquie. Donc on est parti en Turquie, à Sivas, qui est un bassin sédimentaire avec une tectonique salifère extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on a de jolis bassins sédimentaires avec de très jolies strates bien dessinées. Mais par contre, c'est complètement morcelé et ils sont complètement retournés dans tous les sens parce qu'il y a eu des diapires de sel qui sont montés. Donc c'est très complexe. Donc il y avait eu des thèses avant. Donc ça, c'est une thèse qui a eu lieu à Pau. C'est un géologue de terrain qui est allé sur le terrain, qui a fait des relevés. Donc il a fait une carte de ce bassin-là. Donc ici, c'est un bassin sédimentaire. Tout ce qui est en noir, c'est du sel. Tout ce qui est en jaune, c'est du sédimentaire. Avec les traits ici, c'est les strates sédimentaires. Donc ça s'appelle le bassin du crocodile parce que vous voyez, si on le regarde par en haut, c'est un peu comme si c'était les mâchoires d'un crocodile. Donc c'est quand même très complexe. Ça a été vraiment très modifié, comprimé. Donc ils avaient un petit peu du mal. Ils ont fait une carte qui était précise. Mais par contre, tout de suite, quand ils sont partis à faire des sections en profondeur, vous voyez, ils ne savent pas trop, là avec le petit point d'interrogation, ils ne savent pas trop jusqu'où vont les strates. C'était un peu compliqué. Donc du coup, ils nous ont envoyés là-bas. On est parti, donc toute l'option de GeolNum avec Pauline Colomb et avec Julien Charot qui nous a accompagnés là-bas. Donc on est parti sur le terrain. Pardon. Donc ça ressemblait à ça, donc déjà c'était quand même super beau. On est allé dans le bassin sédimentaire du crocodile et on a commencé, comme tout bon géologue, à faire de la collecte de données de terrain. Donc on a relevé les affleurements, on a fait des calculs de pendage de couches et on a réfléchi déjà sur le terrain comment les couches pendaient, comment ça fonctionnait tout ça. Donc tout ça supervisé par Julien Charot. Donc une fois qu'on avait nos données de terrain, on est rentré à Nancy. Et là, c'est beaucoup le travail de Pauline Colomb. Elle a donc transféré toutes ces données sur un modèle de topographie. Là, je crois que c'est de la topographie, à gauche. Donc sur ce modèle-là, sur cette topo, on voit les relevés de pendage qui sont en violet. Et on a le contour du sel qui est en orange ici. Et donc ensuite, après, à droite, on a, je crois que c'est l'image satellite qu'on voit ici, avec les limites de couches qui sont bien dessinées en jaune. Et donc à partir de là, elle a essayé de combiner plusieurs méthodes de modélisation. Donc il y a eu de la modélisation implicite, comme ce que je vous ai montré juste avant. Et puis elle a fait aussi un peu au manuel. C'est du bidouillage sur un logiciel, quoi. C'est ça. Donc elle a réussi à avoir un modèle 3D du bassin sédimentaire du crocodile, donc avec les différentes couches là, qui sont en arc-en-ciel. Ici c'est une vue en section et à gauche c'est une vue du dessus. Donc on voit bien les différentes couches et puis en jaune tout autour c'est l'enveloppe au-delà de laquelle c'est du sel. Donc tout ça, et puis Total, donc ils ont un modèle, et à partir de là, s'ils le maillent, ils peuvent faire des simulations d'écoulement, des simulations... Donc c'est quand même très intéressant pour les industriels. Voilà, donc ça c'était à la fin de mon année de 3A. Et donc l'été, je suis partie en stage industriel, mais en recherche en industrie.
Donc de nouveau chez Total, mais cette fois, donc je voulais pas repartir dans un endroit perdu comme en Allemagne, hein. Donc je suis allée en Écosse, c'était quand même beaucoup plus sympa. Et donc là-bas, moi j'ai travaillé sur la modélisation des failles. Donc une faille, bêtement, on peut dire bah oui, mais une faille c'est juste un plan qui court au milieu des couches. Mais en fait c'est pas si simple parce qu'il y a tout le volume autour qui a été endommagé par le travail de cette faille. Donc est-ce que c'est une surface, est-ce que c'est un volume? Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un maillage autour de cette faille pour simuler les propriétés qui peuvent être un peu différentes du reste du volume? Donc c'est à ça que je me suis intéressée pendant mon stage en 3e année. Et donc j'ai essayé de modéliser un volume autour des failles. Voilà, donc ça après j'ai été diplômée en 2014. Et en 2014, voilà, là j'ai signé pour la recherche, je suis partie en thèse. J'étais à Nancy. Et donc mon sujet de thèse, c'était sur la modélisation rétrochronologique de la migration des chenaux. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça l'est pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est les chenaux. Donc on les voit en surface, et donc nous ce qu'on veut, c'est faire un modèle en profondeur. Donc il y avait eu déjà plusieurs thèses avant moi, hein. Au Ring, j'étais pas la première à travailler sur les chenaux. Donc c'était bien parce que du coup je me suis basée sur déjà un certain volume de travail qui était déjà présent. Donc de promo 2011, il y avait aussi Jérémy Rouilloux donc, qui avait travaillé sur les objets chenalisés. Donc lui, il avait créé toute une bibliothèque d'objets avec des surfaces paramétriques qui sont des NURBS. Il avait modélisé les chenaux. Et puis également comment modéliser un lobe de débordement, des barres d'accrétion latérale, etc. Et il y avait aussi Guillaume Rongier, juste après, qui avait fait une thèse aussi sur les chenaux. Et lui s'était intéressé à une nouvelle méthode de simulation des chenaux pour générer des chenaux et calculer leur connectivité selon une méthode qui était nouvelle. Donc voilà, donc là je vais vous présenter mon sujet de thèse, donc ça va être un petit peu plus technique, mais normalement c'est accessible. Donc les systèmes, moi je m'intéresse aux systèmes chenalisés, méandriformes. Ces systèmes méandriformes, ils apparaissent dans deux types d'environnements, de contextes géologiques. Donc on a le contexte fluviatile, ici à gauche, donc des montagnes jusqu'au bord de mer, et on a le contexte turbiditique. Donc les systèmes méandriformes, ils apparaissent ici et ici, donc grosso modo, là où c'est plutôt plat, ils vont réussir à avoir leurs caractéristiques de migration et donc développer des méandres. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc dans les deux types de contextes, on retrouve à peu près la même organisation et la même géométrie. Donc c'est-à-dire que dans les deux, en fluvial et en turbidite, on va retrouver un chenal principal avec des lobes de débordement, donc ici par exemple là, des barres d'accrétion latérales et des méandres abandonnés. Donc ça c'est pour l'organisation. Et en termes de géométrie, dans les deux contextes, on va pouvoir caractériser la géométrie du chenal en la divisant avec des points d'inflexion. Donc ici les points blancs et gris, ici là, les points d'inflexion. On va pouvoir diviser le chenal en demi-méandres et méandres. Et donc on va aussi pouvoir le caractériser avec des valeurs qui sont la longueur d'onde, l'amplitude, etc. Et donc les chenaux, ce sont des systèmes qui évoluent dans les 3 dimensions de l'espace, avec un dépôt sur l'intérieur du chenal. Ici, là, ça va déposer et ça va éroder sur l'extérieur. Et donc on va avoir une migration latérale, une progradation dans le sens de la direction de l'écoulement, mais aussi une aggradation dans le sens vertical. Donc c'est vraiment en 3 dimensions que ça évolue. Donc c'est pour ça qu'au final, ça dépose plutôt une architecture complexe. Donc au final, on a une juxtaposition de volumes de sédimentaires sableux et argileux qui vont être juxtaposés, qui vont s'éroder les uns les autres. Et c'est justement ça qui est intéressant pour les ressources naturelles, parce que ça va faire des bons réservoirs. Mais voilà, c'est très compliqué à modéliser. Donc, et en plus de ça,
les données qu'on a sur ces chenaux, ça va être assez divers. Donc on peut tout simplement, pour comprendre les chenaux, on peut aller voir sur le terrain les rivières actuelles. Donc essayer de les comprendre, comment elles évoluent. On a aussi les anciennes rivières qui ont laissé des débits sédimentaires, donc les affleurements. On a enfin les images satellites. Ça, c'était une grosse partie de ma thèse, de traîner sur Google Earth. En images satellites, il y en a beaucoup, c'est les rivières actuelles. Mais on a aussi les anciennes rivières qui sont accessibles avec les images sismiques. Et enfin, on a le travail de terrain. Donc là, c'était un monsieur en 1944 qui a fait une cartographie précise de l'ensemble du Mississippi. Sur, je crois, 200 km et 250 ans, il a réussi à retracer l'évolution du Mississippi. Donc c'est un très gros travail, c'est super intéressant. Et enfin, on a d'autres techniques un petit peu plus anecdotiques, on va dire. Enfin, c'est l'analyse LIDAR, donc un radar faible profondeur. On a un autre type de radar qui s'appelle le GPR. Et enfin, on a les données de pluie. Donc, vous voyez, les données qu'on a, elles vont être très diverses et assez hétérogènes. Donc, on a principalement, pour résumer, des données de pluie, des analogues de systèmes, donc par exemple le Mississippi, et on a des sismiques des chenaux. Oui, parce qu'en fait, les industriels, si on leur dit qu'on analyse les rivières qui sont en surface, ils vont vous dire vous êtes sympa, mais il n'y a pas de réservoir à cet endroit-là. Donc on s'intéresse plus aux sismiques en profondeur, là où il y a quand même plus de probabilité qu'il y ait un réservoir qu'en surface. Donc sismique, données de pluie et analogue de chenaux. Et donc avec ça, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une architecture en 3D. Donc à première vue, ça paraît un peu compliqué parce que il va falloir essayer de combiner les observations qu'on a avec ce qu'on connaît des chenaux, donc les concepts, de façon à interpoler entre les données. Et pour ça, la meilleure façon, c'est d'utiliser un modèle numérique. Donc, je ne suis pas la première à m'intéresser à la modélisation des chenaux. Hein. Il y a déjà eu des modèles qui ont été créés. Donc, pour faire rapidement, on va dire qu'il y a deux états différents des chenaux. Il y a l'état primitif, où le chenal est seul dans sa pleine inondation. Et il y a l'état mature, où il a migré et où il a déposé des barres d'accrétion latérales, des méandres abandonnés, etc. Et donc, entre les deux, donc il y a des modèles qui ont été développés qui vont partir de l'état primitif et aller dans le sens du temps, laisser le chenal se développer pour aller à l'état mature. Par exemple, ça va être des modèles basés sur la physique, ils vont essayer de retranscrire le processus géologique en termes de lois de physique, tout simplement. Après, il y en a d'autres qui vont essayer de faire la même chose, mais ils vont moins s'intéresser à la physique, ils vont plus s'intéresser simplement à la juxtaposition des objets les uns à côté des autres. Ils vont dire quand ça migre, il y a une barre d'accrétion latérale, etc. Donc c'est vraiment descriptif. Donc ces méthodes, elles fonctionnent bien, il n'y a pas à dire. Mais le problème, c'est que, en général, quand on regarde une sismique, on ne va pas voir le tout premier chenal. On va avoir le tout dernier, parce que c'est celui qui est le plus proche de la surface. Ça va être celui qui est le plus facile à voir. Et donc, allez-y, partez d'un chenal primitif et essayez d'arriver pile sur le chenal que vous voyez aujourd'hui. C'est quand même super dur. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de partir de ce qu'on voit, tout simplement. Faisons simple, on part de ce qu'on voit. Donc c'est le chenal mature. Et on a décidé, nous, de repartir en arrière, de remonter le temps pour retrouver le chenal primitif. Et en plus de ça, on a essayé d'utiliser donc toutes les données possibles qui étaient accessibles sur l'image sismique, que sont donc le dernier chenal, mais aussi, important, les méandres abandonnés. Ceux-là, celui qui est surligné en rouge. Donc les méandres abandonnés parce qu'ils donnent une indication précise sur là où était le chenal dans les étapes précédentes. Donc voilà, moi j'ai développé une méthode qu'on appelle basée géométrie et donc qui va travailler en migration inverse et qui essaye de conditionner le plus possible aux données qui sont accessibles. Donc on part de ces données qui sont diverses et variées, on a vu. Donc on a un chenal principal,
on a quelques méandres abandonnés par-ci par-là, et on va faire une boucle de rétromigration. Donc étape par étape, on va rétromigrer le chenal de façon à obtenir une architecture interne en 3 dimensions. Donc pour ça, il a déjà fallu tout simplement créer notre modèle de rétromigration. Enfin, ça ne se fait pas en claquant des doigts, on ne fait pas rétromigrer un chenal comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur un analogue des rivières, donc c'est le Mississippi. Donc je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a fait une carte super précise des 4 dernières trajectoires connues du Mississippi, donc qui remontent à 1765. À partir de ces 4 trajectoires, j'ai digitalisé ces 4 trajectoires et j'ai calculé pour chaque point quelle était l'amplitude de migration entre chaque point de façon latérale et de façon aval, donc dans le sens de l'écoulement. Donc j'ai pris toutes ces données et j'en ai fait des graphiques et j'espérais voir quelque chose sortir. Donc ça m'a sorti ça. Donc autant vous dire que ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les migrations latérales, les migrations aval et la courbure des chenaux. Donc on était un peu embêtés quand on a vu ça. On s'est dit super, en fait le chenal il fait ce qu'il veut, ça n'a aucun sens. Donc après on s'est pas vaincu comme ça. Hein. On s'est dit au lieu de regarder à la grande échelle de toute la rivière, on va regarder demi-méandre par demi-méandre. Donc le demi-méandre, je vous rappelle, c'est vraiment la portion du chenal qui est située entre 2 points d'inflexion. Et donc à cette échelle de demi-méandre, on a pris nos points et là on a vu 2 comportements se dessiner, 2 types de comportements qui étaient une anticorrélation entre la migration latérale et la migration aval par rapport à la courbure du chenal. Donc une fois et en plus de ça, on a vu que par contre l'amplitude maximale de migration, elle était très variable. Du coup, on en a déduit un modèle de migration horizontale et qu'on a combiné à des probabilités de distribution pour avoir les maxima d'amplitude. Donc à partir de là, ici c'est un chenal synthétique. Donc pour expliquer comment ça fonctionne, la méthode, donc on part de ce chenal synthétique, on le divise en demi-méandres avec ses points d'inflexion. Et dans chaque demi-méandre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc par exemple ici, pour ce demi-méandre-là, on va tirer aléatoirement un maxima d'amplitude latérale, un maxima d'amplitude aval, et on va, ça pour chaque demi-méandre. Et ensuite, on va sélectionner aléatoirement quel type de comportement on veut modéliser, si c'est corrélation ou anticorrélation. Et on va réussir à retrouver les motifs de migration qu'on trouve dans la vraie vie. Donc ici à gauche, vous avez des images d'une rivière en Australie. Et donc pour illustrer les différents motifs qu'on a réussi à modéliser. Donc dans les différents motifs, on a réussi à modéliser une migration purement latérale. Donc ici, en bleu foncé, vous avez le dernier chenal. Et en bleu clair, c'est le chenal le plus ancien qu'on a retrouvé. Donc vous voyez que ici, là, le pointeur, si je vais dans ce sens-là, ça va être une migration purement latérale. C'est exactement ce qu'on voit ici sur la sismique de la rivière Murray. Donc on a retrouvé ce motif-là, mais aussi une migration purement dans le sens de l'écoulement, une migration, un mélange des deux, latéral et aval, et une migration qui s'appelle rétromigration, donc un peu dans tous les sens. On arrive à retrouver toute cette diversité de motifs. Donc on est content. Donc voilà, donc on est capable de faire ça, de partir d'un chenal et de remonter le temps et de retrouver les étapes antérieures. Le problème c'est que voilà, c'est sympa, mais donc on se retrouve avec un chenal de plus en plus droit. Et oui, c'est la vérité, mais il se passe d'autres choses en vrai dans la nature. Et on l'a vu, il se passe notamment qu'il y a des méandres qui sont abandonnés. Et nous, ce qu'on voulait, je vous avais dit, c'était de les intégrer dans notre modèle, parce qu'on les voit. On sait que le chenal est passé par là, donc autant les utiliser. Donc pour ça, on a proposé d'intégrer dans ma boucle de rétromigration, on a proposé d'intégrer les méandres abandonnés qui sont observés, étape par étape. Donc, on rétromigre notre chenal,
Et dès qu'il y a un méandre abandonné qui semble appartenir au chenal à l'étape de temps à laquelle on est, on va l'intégrer dans le chenal principal et on va continuer la rétromigration. Donc ça va nous permettre d'aller chercher les témoins des traces, des vestiges passés des chenaux et de couvrir l'ensemble de la plaine d'inondation. Donc voilà, donc ça on est content, c'est déjà une grande avancée. Le problème c'est que en fait, comment savoir quand est-ce qu'on va les intégrer ces demi-méandres? Comment on sait à quel moment ils ont été abandonnés? C'est quand même difficile de savoir. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de simuler la chronologie d'abandon avant de les intégrer. On a le chenal principal, on a les méandres abandonnés, et on va simuler leur chronologie, ensuite on va les intégrer et rétromigrer le chenal. Parce qu'en fait, pour savoir exactement l'âge d'abandon d'un chenal, il y a des gens qui font ça, hein, qui y arrivent, mais donc partant d'une sismique comme ça, ils font des analyses super précises des barres d'accrétion latérale, exactement où est-ce qu'elles sont passées. Et donc, eux, ils arrivent à faire une rétromigration à la main. Donc, c'est quand même une analyse très poussée, ça demande du temps. Sinon, on peut faire aussi des données de puits, hein, tout simplement, faire des forages et essayer de dater les dépôts sédimentaires. Mais bon, encore faut-il y avoir accès et avoir l'argent pour faire des forages. Voilà. Ou sinon, on peut faire aussi tout simplement, on peut faire du terrain si le domaine auquel on s'intéresse est en surface. Donc exactement ce qu'a fait ce monsieur sur le Mississippi. Mais bon, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis voilà, après il y a d'autres méthodes qui sont l'analyse radiocarbone, l'analyse luminescence opticale, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de simple. C'est à partir de n'importe quelle image sismique, si elle est plus ou moins floue ou pas, être capable de proposer une chronologie d'abandon de ces méandres, de façon à proposer une géométrie générale du système chenalisé qui tienne le coup. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre une image sismique et qu'est-ce qu'on y voit vraiment sur cette image sismique, de façon simple. Alors oui, parfois on va voir les barres d'accrétion latérales. Donc ici en jaune, on les voit, certes. Mais ce qu'on voit surtout, c'est en bas. C'est des méandres abandonnés, donc ici surlignés en vert. Et ce que j'ai entouré en rouge, c'est les figures d'érosion. Donc on a deux méandres abandonnés et il y en a un qui a érodé l'autre. Donc qu'est-ce que c'est dire s'il y en a un qui a érodé l'autre? Ça veut dire que celui qui érode est tout simplement plus jeune que celui qui a été érodé. Donc on a une chronologie relative. Donc à partir, donc ici c'est un système synthétique, hein. Donc à partir d'un chenal principal avec des méandres abandonnés tout autour, notre technique c'est donc de les digitaliser, d'étudier les intersections entre les méandres abandonnés et donc de détecter qui est plus ancien par rapport à qui. Donc tout simplement, on va avoir des groupes de méandres abandonnés selon s'ils intersectent quelqu'un d'autre ou s'ils sont tout seuls. Et donc dans les groupes, on va être capable de savoir que oui, celui-ci est plus jeune parce qu'il a érodé celui-là. Donc les jaunes sont plus jeunes que les oranges, mais par contre entre ce jaune-là et ce jaune-là, ben, il n'y a pas vraiment de chronologie relative, on n'est pas vraiment capable de savoir qui est plus jeune que qui. Donc du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre méthode de rétromigration. Donc on part du chenal principal, on va le rétromigrer, et donc quand il va rétromigrer, naturellement il va s'éloigner et se rapprocher de certains des méandres abandonnés. Et donc on va calculer la probabilité qu'un méandre abandonné donné soit intégré à cette étape de temps. Donc celui qui a la plus forte probabilité, tout simplement, eh ben, il va être choisi pour être intégré dans le système chenalisé et on va continuer à rétromigrer et à intégrer les méandres abandonnés au fur et à mesure qu'ils se présentent. Donc avec ça, on va avoir une géométrie du système et on a aussi une chronologie globale des méandres abandonnés. Donc on va avoir, par exemple, cette simulation, elle nous dit que le méandre abandonné A, eh ben, c'est le dernier à avoir été abandonné. C'est le plus jeune.
Donc ça va nous donner une réalisation. Et donc ensuite, on va en générer plusieurs des réalisations de façon à couvrir l'ensemble des possibles, de savoir, ok, bon, ça peut être ça. Mais on pourrait aussi avoir cette géométrie-là et cette chronologie-là, etc. Et donc là, on va le faire tourner de façon à avoir plusieurs possibilités. Donc on a appliqué ce système à une image sismique. Donc ça, c'est une vraie image sismique, c'est en Alberta, au Canada. Sur cette image sismique, on a un chenal principal. On a 10 méandres abandonnés, on a détecté leurs intersections, on les a classés par groupe. Et dans ces groupes, on a pu calculer leur chronologie relative. Donc ici, les plus jeunes, les derniers, ceux qui n'ont pas du tout été érodés, ils sont en jaune clair, à droite. Et les plus anciens, ils sont en rouge, c'est ceux qui ont été érodés par certains qui ont déjà été érodés, etc. Donc c'est les plus anciens. Et donc là-dessus, on a lancé notre méthode et on a simulé plusieurs géométries du système en 3 dimensions et plusieurs chronologies. Donc voilà, donc ça c'était la méthode de modélisation. Donc elle fonctionne bien. Le problème, c'est qu'elle part du principe qu'on voit tout ce qui s'est passé. Il y a un moyen d'accéder à des témoins de tout ce qui s'est passé dans le système chenalisé. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il peut se passer ça. Il y a eu un méandre abandonné, ici, là, et la rivière, elle continue à migrer, et pouf, elle le fait disparaître. Et donc, en fait, on aurait pu utiliser ce méandre abandonné pour retrouver la géométrie initiale du chenal. Le problème, c'est que s'il est érodé, si on n'y a plus accès, on n'a rien. On n'a rien pour se baser dessus. Donc en fait, il y a des choses qui ne sont plus accessibles, ou il y a des choses qui ne sont pas visibles sur la sismique, parce que la sismique que je vous ai montrée avant, en fait, c'est quand même une sismique haute résolution. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas ça partout. Des fois, ça ressemble à ça. Donc c'est assez difficile de savoir exactement où le chenal passe et où il ne passe pas. Et donc tout ça, ça va compliquer la reconstruction des systèmes chenalisés. Et donc dernière étape de ma thèse, c'était la simulation des méandres qui ont disparu, qu'on ne voit plus. Et donc on va les simuler à chaque étape de temps. Idem, je ne suis pas la première à simuler des méandres abandonnés. Il y a des gens qui le font, mais eux, par exemple, ici, c'est quelqu'un au Texas qui fait des modélisations de systèmes chenalisés, mais lui, il les fait dans le sens du temps, modélisation directe. Il part d'un chenal et il le laisse migrer de façon naturelle. Et donc, naturellement, le chenal va finir par se recouper et faire des méandres abandonnés. Le problème, c'est que moi, je vous rappelle que je suis en sens inverse. Donc, je ne peux pas faire pareil. Donc, une autre technique, c'est de faire des modélisations objets. Un méandre abandonné, on sait quelle forme il a. Donc, grosso modo, une forme de fer à cheval, on va dire. Et donc, il y a des gens qui vont modéliser, qui sont capables de modéliser les méandres abandonnés en fonction de leur longueur, leur extension, leur profondeur. Et ensuite, ils vont lancer ça dans le volume et ils vont peupler ainsi leur volume avec des méandres abandonnés. Donc nous, on a choisi cette piste-là. Et donc on a décidé, au sein de notre boucle de rétromigration, de premièrement simuler des méandres abandonnés en plus de ce qu'on voit. Ensuite, simuler la chronologie d'abandon de tous ces méandres abandonnés, les intégrer et continuer notre rétromigration. Donc pour ça, on prend notre image sismique et on regarde déjà les méandres abandonnés qu'on voit. Donc ici, on en voit pas mal. Et à partir de là, on va tirer de ce qu'on voit des lois de probabilité, de quelle forme ils ont en général. Est-ce qu'ils sont plutôt allongés, quelle taille ils ont, etc. Donc on va en tirer des lois de probabilité. Donc de ces probabilités de distribution, on va tirer des valeurs de ces lois de distribution de façon à générer nous-mêmes de nouveaux méandres abandonnés qui ressemblent à ceux qui ont été observés. Donc avec la largeur et la hauteur, on va générer des rectangles, tout simplement, sur lesquels on va tirer au hasard des points
sur lesquels qui vont appuyer notre modélisation du demi-méandre. Et donc avec ça, en faisant plusieurs simulations, on est capable de générer plusieurs formes de demi-méandres, enfin de méandres abandonnés dans l'ensemble de la plaine d'inondation. Donc à une étape de temps donné, on va observer notre chenal principal, observer nos méandres abandonnés qui ont été observés, et ensuite en simuler d'autres en plus, là où c'est autorisé. Donc pas sur le chenal qui est observé, hein, un petit peu à l'écart, mais pas trop loin non plus. Donc dans cette zone-là, on va simuler le centre du méandre abandonné. On va simuler le rectangle autour qui définit l'extension du méandre. Et ensuite, on va orienter ce rectangle par rapport au demi-méandre le plus proche. Voilà. Et donc, à une étape de temps donnée, ici, on a simulé des méandres abandonnés autour. Et donc, si on génère 500 réalisations, bon là on ne voit pas trop, mais si on génère 500 réalisations, vous voyez, en fait, ici, ils sont localisés tout autour du chenal. C'est le rose qui se distingue à peine du noir. Mais ils ne sont pas au milieu, et ils ne sont pas trop loin. Donc ça nous permet de vérifier que notre simulation, elle fonctionne bien. Ça reste proche du chenal. Pareil, si on a déjà des méandres abandonnés qui sont observés, on voit qu'ils se concentrent là où ils ont le droit de se mettre. Et donc, notre méthode, elle a permis, à partir du dernier chenal, des méandres abandonnés qui sont observés, de faire une rétromigration étape par étape, en simulant des méandres abandonnés en plus, en simulant la chronologie d'abandon et en intégrant ces méandres abandonnés étape par étape. Donc ici, par exemple, c'est 3 réalisations qui viennent des mêmes données d'entrée, donc celles qui étaient juste avant, là. Ça, c'est 3 réalisations différentes. Vu du dessus, c'est les mêmes, c'est de nouveau ces 3-là. Et donc là, si on regarde juste, ça, c'est le méandre principal, donc vous voyez que c'est 3 fois le même. Les méandres abandonnés qui sont entrés pleins, c'est ceux qui ont été observés. Et ceux qui ont les gros points là, c'est ceux qui ont été simulés, qui ensuite ont été intégrés comme s'ils avaient été observés. Donc vous voyez que c'est bien 3 réalisations différentes qui proposent 3 possibilités de géométrie interne du système. Voilà donc ma thèse. Donc on a développé une méthode qui permet de gérer les incertitudes qu'on a sur le sous-sol en générant plusieurs réalisations, qui permet d'aller chercher les méandres abandonnés à chaque extrémité de la plaine d'inondation et de reproduire en 3 dimensions le système en profondeur. Donc conditionnable aux données sismiques, etc. Donc ça, c'était ma thèse. Donc je l'ai soutenue l'an dernier, début 2018. Et donc après ça, moi je cherchais un post-doctorat. Et donc j'ai eu du mal à en trouver, mais en attendant, j'ai eu une proposition pour partir en Angleterre. Je suis partie à Leeds, j'ai fait une collaboration académique avec l'université de Leeds, parce que là-bas, ils travaillent aussi sur les chenaux, donc vous voyez, je suis vraiment pas la seule à travailler dessus. Et donc on a fait une collaboration pour essayer de combiner nos méthodes, voir qu'est-ce qu'on peut apporter l'un à l'autre, etc. Donc ça, c'était super intéressant. Donc ça, c'était en Angleterre l'an dernier. Et voilà. Et ensuite, début de cette année, en février, là, je suis partie au Canada. J'ai enfin eu un post-doctorat. Donc depuis le début de cette année, je suis à Ottawa, au Geological Survey of Canada. Et donc je travaille sur un sujet complètement différent. Enfin, complètement différent, ça traite aussi de modélisation numérique, hein. Mais je travaille plus sur les chenaux. Donc je vais juste vous présenter un tout petit peu ce sujet-là. Et après, j'aurai fini. Donc, moi, je travaille sur un outil de vérification de cohérence des modèles géologiques. Donc, pourquoi on veut vérifier les modèles géologiques, vous me direz? C'est parce que donc, je vous ai présenté ce que c'était que la modélisation stochastique. C'est le fait d'avoir une méthode de modélisation qui permet de proposer plusieurs modèles possibles. Donc là, par exemple, c'était la méthode de simulation des failles. Et on a 3 systèmes de failles différents.
Vous me direz, si on en a 3, on devrait être capable de dire, quand on regarde d'un peu plus près, celui-là, ça va pas, mais ces deux-là, pourquoi pas. Franchement, je peux déjà en éliminer un. Le problème, c'est qu'en vrai, en général, on n'en a pas 3. Hein. On peut en avoir 100, voire 1000, et on ne va pas les étudier les uns après les autres. Donc, il faut quelque chose, un outil automatique. Donc, si on le fait à la main, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser 2 sources de connaissances. On va utiliser, moi, ce que j'appelle une source de connaissances globale. Ça va être tout simplement votre intuition de géologue. Puisque vous êtes géologue, vous savez qu'il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Tout simplement, les principes de sédimentologie, donc principe d'horizontalité par exemple, c'est le principe qu'une couche sédimentaire, quand elle se dépose pas à la verticale, elle se dépose à l'horizontale. Principe de superposition, si une couche B se dépose après une couche A, elle va se déposer au-dessus de la couche A. Simple. Et si une faille recoupe des couches sédimentaires, si elle les recoupe, ça veut dire que la faille est plus jeune que les couches sédimentaires. Donc après, il y a d'autres principes qui sont le principe d'inclusion, le principe de continuité. Et donc c'est vraiment, on va se baser sur des concepts géologiques basiques. Et ensuite, il y a une autre source de connaissances que j'appelle locale, qui va être pour un système donné. Pour un contexte donné, on va avoir une légende, un contexte. On saura si c'est un contexte sédimentaire, si c'est un contexte volcanique, etc. Et on va avoir une légende, donc par exemple comme celle-ci, qui va nous donner les types de formations, les différents objets et leur relation au temps, donc la chronologie relative de ces formations. Donc par exemple, pour une légende donnée, par exemple, imaginez, c'est vous, à la fin de l'année, en cartographie de terrain. Vous avez tous la même légende, parce qu'elle vous est donnée, vous savez très bien les formations que vous êtes censés trouver sur le terrain. Mais par contre, ça c'est, en haut là, ça c'est l'année 2016. En 2016, ils ont fait cette carte-là. En 2017, ils ont fait ça, 2018, 2019. 4 années différentes, 4 promos différentes, 4 cartes différentes. Comment on sait laquelle est la plus juste et laquelle est fausse? Donc c'est pas forcément évident. Je vous laisse regarder juste un peu. Si vous voyez déjà les différences entre ces 4 cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux qui est faux, qui n'est pas possible? Allez-y. Il y en a qui parlent de faille. De quelle faille? Alors, en différence, on a par exemple, ici, on a le dike qui est en violet, qui est censé être le plus jeune. Et le grès, là, en jaune, il est le plus vieux. Donc le dike, c'est le plus jeune. Et juste avant lui, normalement, il y a eu une faille normale. Est-ce que c'est possible que cette faille normale, elle affecte le dike? Non, c'est pas possible. Donc cette promo-là, c'est pas bon leur carte. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Par exemple, ici en bas à gauche, il y en a qui ont vu de la formation de calcaire oolithique ici, là. Peut-être sur le terrain, peut-être ça prête à confusion, hein, je sais pas. Mais est-ce que en vrai c'est possible d'avoir cette formation-là coincée entre le jaune, le grès, et le vert, les mains de calcaire? Est-ce que c'est cohérent avec la légende? Est-ce que c'est cohérent avec ce qui s'est passé dans le temps? Bah non. Donc pareil, ça ne va pas. Ça n'est pas possible. Et enfin, dernière différence, c'est la faille ici en haut à gauche, là. On voit qu'il y en a 3 qui l'ont carté pareil. Et il y en a un là en haut à droite. Où est mon pointeur? Je sais pas. Dans la carte en haut à droite, ils l'ont laissé dans le jaune. Pour eux, elle n'a pas affecté la formation orange. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que cette faille décrochante, elle est apparue
après le dépôt du jaune et du orange, mais ça ne veut pas dire qu'elle a forcément affecté tout le monde. Donc on a celui-là qui n'est pas possible, celui-là qui est possible, pas possible et possible. Donc on a éliminé 2 modèles sur 4. Comment on a fait pour éliminer ces modèles? On s'est basé sur les sources de connaissances globales. Donc en tant que géologue, on sait comment ça se passe, les dépôts sédimentaires par exemple, on sait comment fonctionne une faille, et on s'est basé sur la légende. On savait qui était arrivé avant qui. Et donc on a regardé précisément, là qu'est-ce qui se passe? C'est des relations géométriques, c'est ce qu'on appelle la topologie. On a regardé que là, la faille, elle traversait le dike et elle le décalait, alors que là, ça n'arrivait pas. Donc c'est vraiment des relations géométriques de façon précise. Voilà, et donc ça, on l'a fait à la main, et on n'avait que 4 cartes, il n'y avait pas grand-chose. Et donc si on a 1000 modèles différents, ce qu'il faut, c'est un outil informatique qui se base exactement sur les mêmes choses, donc sur les concepts de géologie et les données locales, et donc que ce soit un outil automatique qui puisse le faire sur 1000 modèles en même temps. Et donc voilà, c'est là-dessus que je travaille sur mon postdoc. Voilà, et donc en conclusion, donc moi, mon but, c'était de vous montrer que la géologie numérique, c'était au cœur de plein de domaines différents. C'est vraiment pas une option à part, un truc qu'on met un petit peu à l'écart. C'est vraiment au cœur de beaucoup de choses. Et je voulais aussi vous montrer que la recherche, c'est vraiment multidisciplinaire. Quand on commence à travailler sur un sujet, on s'y enferme pas jusqu'à la fin de ses jours, à part si on le veut, mais on peut vraiment toucher à beaucoup de choses différentes. Et même si on est un académique, on est vraiment très lié à l'industrie, parce que l'industrie, même s'ils ont de la recherche en industrie, ils dépendent aussi des découvertes qui sont faites en académique. Et c'est quand même un travail à l'international. Donc déjà, c'est un travail d'enseignement aussi, tout simplement. Quand j'étais en thèse, j'ai eu le plaisir d'encadrer des étudiants comme vous, qui ont travaillé avec moi sur mon sujet de thèse, donc c'était vraiment intéressant. Et c'est un travail international parce que, au-delà du fait que j'ai choisi d'aller faire, par exemple, un postdoc au Canada, ça m'a permis aussi de faire des conférences internationales un petit peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'est vraiment chouette comme métier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un retour d'expérience, poser des questions sur les formations, sur la recherche, sur ce qu'elle a fait. Pour la première question. Au fond, t'es le premier. C'est quoi le rapport jour de terrain sur jour passé à modéliser? Pour moi? Alors, donc on m'a posé la question de quel est le rapport entre jour de terrain et jour passé devant l'ordinateur. En vrai, je pense que c'est du 1 jour sur 99. 1 jour sur le terrain, 99 jours sur l'ordinateur. Parce que voilà, après, c'est vraiment un choix. Moi, à chaque fois que je présentais ma thèse, par exemple, dans les conférences que j'ai faites, on me disait « Ah ok, tu travailles sur les chenaux, c'est super, mais t'es sur quel endroit en fait? Tu travailles sur quelle rivière ?» Le truc c'est que moi j'ai jamais travaillé sur une rivière en particulier, sur un domaine précis. Je cherche à modéliser les chenaux en général. Donc oui, des fois on peut être amené à aller sur le terrain pour aller observer un contexte particulier, mais c'est rare. Et après c'est vraiment un choix. C'est nous, quand on était en GeolNum, en 3e année, on avait envie d'aller sur le terrain et on a tanné Julien et Total pour partir sur le terrain et pour pouvoir aller en Turquie et prouver que non, les GeolNum ils restent pas que derrière leur ordinateur. Donc, mais c'est plutôt un ratio 1,99. Oui. J'avais 2 questions sur votre modèle de modélisation des chenaux. Oui. Est-ce que vous avez mis en évidence une relation entre le débit de la rivière, la nature des roches sur laquelle va circuler la rivière et la vitesse de migration?
Ok, donc la question c'est sur le modèle de migration des chenaux, est-ce que j'ai fait le lien entre le débit et le type de roche pour savoir comment ça va migrer? Et la vitesse de migration. La réponse est non. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment être capable de faire un modèle de migration des chenaux qui se base uniquement sur ce qui est visible. Donc ça veut dire que si demain on veut estimer si un réservoir va être intéressant ou non à exploiter, ce qu'on va avoir, c'est des données de puits, une image sismique et un contexte géologique. Mais on ne va jamais avoir accès au débit. On va très rarement avoir accès à l'encaissant, exactement ce qu'il y a autour, pour savoir exactement comment ça a migré. Donc on ne s'est pas intéressé à ce genre de détails. C'est un choix. Est-ce que vous avez pu tester la fiabilité, par exemple, quand vous dites qu'on va modéliser les méandres à un moment donné? Est-ce que, je ne sais pas, sur 5 méandres, vous avez été regardé et vous avez dit, bon, en fait, on va réaliser un méandre. Est-ce que vous savez à peu près quelle fiabilité vous avez dessus? Alors, quelle est la fiabilité de la simulation des méandres abandonnés? C'est-à-dire, est-ce que ça ressemble à la réalité? On ne l'a pas vraiment fait parce que c'était vraiment à la fin de la thèse. Mais ce qui aurait pu être fait, c'est par exemple de simuler les méandres abandonnés. Donc on va les simuler avec par exemple des probabilités de distribution de taille qui sont tirées de ceux qui sont observés. On pourrait donc les simuler et ensuite récupérer ces données pour vérifier qu'elles correspondent bien aux données d'entrée. C'est tout ce qu'on pourrait faire parce que si on simule des méandres abandonnés, ça veut dire qu'ils n'ont jamais existé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les comparer avec ce qui n'existe pas. Tu vois? Ça répond à ta question ou pas? Je veux dire, vous auriez pu les simuler puis aller voir si vraiment il existe un méandre abandonné. Mais si on les simule, c'est qu'il n'y en avait pas et qu'il a disparu. Du coup, il n'y a pas moyen de savoir si... Mais il y a d'autres moyens. On peut calculer déjà si les tailles correspondent bien à ce qui était visible, etc. Mais ça n'a pas été vraiment exploité pendant ma thèse. Après, du coup, quand je suis partie, il y a eu un master qui a travaillé sur ce sujet-là. Et donc, il y a un article qui est en cours d'écriture. Mais il n'a pas trop travaillé là-dessus non plus. Oui. J'ai également des questions. La première, c'est sur le modèle que vous avez présenté. Est-ce que vous faites l'hypothèse qu'on ne peut pas avoir deux méandres abandonnés qui se sont détachés du flux de la rivière en même temps? Oui. Alors, donc la question, c'est est-ce que je prends en compte le fait que sur une rivière, il y a deux méandres abandonnés qui peuvent se séparer en même temps? C'est possible. Il y a certaines étapes, bon, c'était pas forcément visible parce que c'est passé vite, mais il y a certaines étapes où on part du chenal initial, on le rétromigre et il va en intégrer un, et puis après il continue à rétromigrer, il va en intégrer deux en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il est capable d'en intégrer plusieurs en même temps s'il estime qu'à ce moment-là, il y en avait deux qui sont abandonnés en même temps. Ouais. Et la deuxième question, c'est quel effet ça fait d'être intervenant alors qu'il y a 6 années, vous étiez à notre place? Quel effet ça fait d'être là devant vous alors qu'il y a quelques années j'étais là? Bah non, mais ça fait plaisir. J'espère que je vous ennuie pas, c'est tout. Oui. Moi j'avais aussi deux questions. La première c'était sur la deuxième partie, sur les chenaux abandonnés. Oui. Vous avez parlé à un moment de probabilité de comment remonter le temps, de récupération du chenal. C'est quoi à peu près les paramètres de... Oui, je suis en train de me dire que j'ai absolument pas dit comment je calculais cette probabilité. C'est une très bonne question. Du coup, en fait, le chenal, on le fait rétromigrer. Donc, il va se rapprocher ou s'éloigner de certains méandres abandonnés. Et donc, du coup, à une étape de temps donnée, on va calculer la distance au chenal tel qu'il a été rétromigré et l'orientation. Donc, si par exemple, il est très proche, mais que le méandre abandonné, il est complètement tordu, on va se dire bah, la probabilité, elle va baisser un petit peu. Mais s'il est, par exemple, à peu près perpendiculaire et à une distance respectable, bah, il va avoir une grande probabilité d'être intégré. Donc, c'est ça. Et du coup, la deuxième question que je voulais poser, c'était sur les... Quand vous avez parlé des modèles, vous avez parlé qu'il y avait plein de modèles qu'il fallait choisir, faire un tri, quoi, ajouter et conserver. Est-ce que ça vous arrive de retourner sur le terrain
pour chercher des infos précises que vos modèles. Par exemple, vous avez parlé de la faille décrochante. Ouais. Est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle ne continue pas? Est-ce que ça vous arrive de retourner sur le terrain pour essayer de chercher précisément? Vous savez ce que vous cherchez? Alors donc, est-ce que ça m'arrive de, pour savoir tous les modèles qu'il y a, retourner sur le terrain pour savoir si j'ai des infos à ajouter? Alors déjà, du coup, moi, les modèles en général, ils ne sont pas basés sur le terrain. On a des données qui sont... Enfin, c'est pas basé sur un terrain, une cartographie. On va avoir des données, on va avoir une sismique, on va avoir des données de pluie. Et donc, on va partir de ces données-là et ça va nous donner plusieurs modèles. Normalement, les données, on les a exploitées au maximum. Donc, s'il y a eu une campagne de forage, c'est quand même très rare qu'ils viennent en rajouter pour vérifier. Ils ont fait le maximum. Mais bon, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une boucle d'inversion des modèles. En fait, on va avoir un modèle, on va partir de données, on va générer un modèle, et après, on va avoir d'autres sources d'informations qui peuvent venir alimenter notre panel de possibles modèles, de modèles possibles. Donc ça va alimenter ça, et donc c'est compliqué quand même de rajouter de l'information dans un modèle. En général, on va plutôt régénérer une nouvelle multitude de modèles. On ne va pas rajouter sur le modèle. Oui. Au niveau des... Vous avez dit que vous pouvez générer une centaine de modèles différents viables, et que pour en supprimer ensuite, vous utilisez en termes de dollars, on se rendait compte que c'était pas possible. Et pour l'illustrer, vous avez utilisé l'exemple de cartographie. Et c'est quoi les outils qui, au niveau des chenaux, permettent de dire ce modèle il est pas fiable? Enfin, vraiment. Ouais. Très bonne question. Donc, par exemple, pour sélectionner les modèles, les différents modèles qu'on a sur les chenaux, donc on va avoir une multitude de géométries 3D de nos systèmes chenalisés. Comment on va savoir lequel est valide, lequel est invalide? Alors, en fait, c'était un peu le thème de ma collaboration académique avec l'université de Leeds. Du coup, j'ai un petit peu zappé la diapositive. C'était donc eux, ils ont aussi un modèle de modélisation des chenaux. Donc, moi, j'ai le mien qui est en rétromigration. Eux, ils en ont un qui est en modélisation directe. Et en plus de ça, eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est simuler les faciès. Ils arrivent à simuler dans le chenal. Ils sont capables de dire, ok, là c'est un petit peu plus sableux, là c'est un petit peu plus argileux. Et ça, ils peuplent leur modèle de chenaux avec des faciès. Moi, pour l'instant, je ne suis pas du tout à cette étape-là. Donc du coup, quand on a combiné nos modèles, ce qu'on a fait, c'est que j'ai généré mes géométries 3D et eux, après, ils sont venus rajouter les faciès dedans. Et donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a rajouté les faciès, on pourrait calculer des simulations d'écoulement, par exemple. Et si on fait des simulations d'écoulement, on peut les comparer aux données réelles qu'on peut avoir sur le terrain en production. Et on pourrait savoir, là, on a une production de temps, mais avec notre simulation d'écoulement, ça n'est pas possible. Donc on peut comparer notre modèle aux données de terrain et donc valider ou invalider certains modèles. Oui. Oui. Comment vous avez été reçu dans le monde avec votre diplôme de l'ENSG au niveau des opportunités, par exemple, par rapport à des gens qui sortaient de master, qui sortaient de l'université? Ok, donc, comment on est reçu avec un diplôme d'ingénieur plutôt qu'avec un diplôme de fac dans la recherche? Ça dépend. Non, ça dépend. En fait, une fois qu'on a une thèse, si tu viens de la fac ou si tu viens d'une école d'ingénieur, normalement, la thèse, elle met tout le monde au même niveau. Et puis c'est vraiment ta recherche, ce que tu as fait, est-ce que ta recherche elle est intéressante ou pas, quoi. Donc après, ton origine n'a pas vraiment d'importance. Et ce qui est surtout intéressant avec une thèse, c'est que en fait, c'est beaucoup plus valorisable à l'étranger. Par exemple, au Canada, si je dis je suis ingénieur géologue, ils disent ok, mais si je dis j'ai un PhD, là ils comprennent ce que c'est, quoi. Mais après, ils s'en fichent si je viens d'une école d'ingénieur ou si j'ai fait la fac de géol de Nancy. Hein, donc même pour l'accès à la thèse, pour l'accès à la thèse, normalement, tu peux faire une thèse que si tu as fait un master avant. Donc
Enfin, là, du coup, c'est pour ça que moi, mon projet de laboratoire de 3e année, en fait, au lieu de faire, je crois que c'est 2 mois, normalement, le projet labo, moi, j'ai choisi de faire 1 mois de plus pour faire une recherche plus poussée et donc qui pouvait être valorisée en tant que master. Mais après, il y en a qui te diront que mon master, il est quand même, c'est pas vraiment un vrai master, parce que normalement, un master à la fac, c'est vraiment une année complète où tu fais des cours et de la recherche, et du coup, c'est pas similaire. Mais moi, je trouve que c'est pareil. Pour compléter un peu ce que dit Marion, globalement, les élèves qui sortent de l'ONG sont plutôt bien perçus pour des thèses. Je n'ai pas d'exemple en tête où on a refusé un élève aux ONG parce qu'il n'avait pas fait un master. C'est plutôt le contraire. Parce qu'à l'ONG, vous avez une formation qui est à la fois active, mais vous avez aussi des expériences de recherche qui font que vous touchez quand même à ce domaine-là. Chez l'ONG, même si vous avez passé un master pur recherche, les gens restent quand même ouverts et mais néanmoins, si la recherche t'intéresse, il faut quand même que tu t'encourages à aller faire ta recherche. Voilà, en local aussi. D'autres questions? On va remercier Marion.